L'affaire Assia Matoub. Le 13 février dernier, un agent municipal fait une terrible découverte dans le parc des Buttes-Chaumont, à Paris. À l'intérieur d'un sac poubelle dissimulé sous des branchages, le tronc et les cuisses d'une femme encore sanguinolentes. Le lendemain, on retrouve d'autres membres de la victime dans ce même parc, ses mains ainsi que sa tête. Elle s'appelle Assia, c'est une mère de famille, elle avait 46 ans. Qui a ainsi pu découper son corps et le déposer ici, dans un lieu que promeneurs et enfants fréquentent chaque jour? Les enquêteurs soupçonnent très vite son mari, qui est venu signaler la disparition de sa femme une semaine après son départ. Le parc des Buttes-Chaumont. Un véritable écrin de verdure en plein Paris qui émerge entre le périphérique nord-est et le quartier populaire de Belleville. Promeneurs, touristes, familles et sportifs s'y côtoient au milieu des arbres centenaires, des buissons épars sur les collines, des plantes exotiques. Ce lundi 13 février, Adrien prend son service de 14h, comme de coutume. Il est employé municipal à la ville de Paris, chargé de l'entretien des parcs et jardins. On se retrouve avec un employé municipal chargé des parcs et jardins qui va prendre son travail au parc des Buttes-Chaumont de façon tout à fait ordinaire, de façon tout à fait banale. Il s'attend à une après-midi ordinaire sur son lieu de travail. Mais aujourd'hui, il en sera tout autrement. Il débute son passage dans le parc par le sud. Là, il passe devant un enclos. Ce dernier contient les restes des sapins de Noël destinés au compostage. Il va à proximité d'un enclos où il y a un certain nombre de déchets végétaux qui sont stockés en vue de compostage. Un lieu fermé à clé, qui n'est donc pas accessible au public et qui, en principe, ne doit contenir que des déchets végétaux. Mais Adrien aperçoit une tache noirâtre sous les branchages. Ce n'est pas naturel. De toute évidence, ce n'est pas un résidu végétal. Et puis il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ressemble à un sac, qui ne correspond pas du tout à un déchet végétal, qui se retrouve dans cet enclos-là. Ça l'intrigue, c'est logique. Alors qu'est-ce que ça peut être? Il va voir. Il ouvre la porte de l'enclos et pénètre. En s'approchant, le jardinier constate qu'il s'agit d'un sac poubelle. Il est sommairement dissimulé sous les branchages, comme si on n'avait même pas cherché à le cacher. Adrien soulève les restes de sapin et libère le sac. Ce dernier semble renfermer quelque chose de lourd et d'assez gros. Il tente de le soulever, mais le sac se déchire. Des morceaux de chair sanguinolents s'en échappent. Et quand il prend le sac en question qui s'avère être un sac poubelle, il s'aperçoit qu'il y a à l'intérieur des déchets organiques. Il appelle son collègue. Les deux hommes se rassurent. Il ne s'agit probablement que de viande avariée. Il laisse cependant, par précaution, le sac en place et contacte la police. Elle arrive sur les lieux, peu de temps après. Les forces de l'ordre terminent d'ouvrir le sac. Le constat qu'ils font est glaçant. Ce ne sont pas de simples morceaux de viande. C'est un cadavre et pas celui d'un animal. Un tronc humain, plus exactement le bassin d'une femme, se trouvait dans le sac, vaguement dissimulé dans cet enclos, à l'abri des regards. La confirmation du fait que ce sont des débris humains arrivera assez vite. Il s'agit d'une partie du corps d'une femme, puisque c'est le bassin et les cuisses, je crois, d'une femme qui a été découpée et qui visiblement remonte, là, le décès semble remonter à déjà plusieurs jours. Commence alors une histoire qui va en recouper une autre, démarrée 10 jours plus tôt. Le 3 février, un homme pénètre dans le commissariat de Montreuil. Il a une déposition à faire. Sa femme, Assia Matoub, 46 ans et mère de ses 3 enfants, n'est pas rentrée à la maison depuis 5 jours. Elle ne répond pas au téléphone et personne, parmi sa famille et ses amis, n'a de nouvelles. L'homme, qui se prénomme Youssef, explique que la nuit du 30 au 31 janvier, Assia s'est absentée pour aller travailler.
Depuis, elle n'a plus donné signe de vie. Elle avait sur elle sa carte d'identité, mais pas de titre de transport. Lui était resté à la maison pour s'occuper des enfants. Ce jour-là, une grève était organisée au niveau national et l'école n'accueillait pas d'élèves. Youssef a lancé un appel à témoins sur Facebook. Les messages se sont multipliés sur la toile à la lecture de son signalement, mais aucun n'a permis de localiser la mère de famille. Il s'est rendu dans plusieurs lieux de Paris qu'elle avait l'habitude de fréquenter pour la chercher, tenter de glaner quelques informations. Et il a également appelé plusieurs hôpitaux de la région. En vain. Finalement, il s'est décidé à venir déclarer sa disparition inquiétante au commissariat. Les policiers prennent sa déposition, mais demeurent circonspects. Pourquoi ce mari, qui semble en effet affecté par la disparition de son épouse, a-t-il attendu si longtemps pour déclarer son absence ? Interrogé à ce sujet, l'homme affirme qu'il se sentait dépassé par les événements et un peu perdu. Une explication qui ne convainc qu'à moitié les forces de l'ordre. Retour au but de Chaumont. Après la découverte des restes humains lundi 13 février, le parc est fermé au public et investi par les policiers. Vous avez tout de suite la police de l'arrondissement, là c'est le 19e arrondissement de Paris, qui va venir pour sécuriser les lieux de façon à ce que personne ne puisse modifier ce qu'on va appeler une scène de crime. Donc cette police-là va mettre du rubalise autour de la scène de crime, va interdire l'accès aux éventuels badauds qui pourraient être intéressés, essayer de voir ce qui se passe. Après, vous avez les inévitables policiers de la BAC qui sont très souvent alertés par message radio qu'il y a un événement pas normal qui se passe et qui vont venir pour voir ce qui se passe. Ça, c'est pour le commissariat. Et puis l'information va remonter jusqu'au parquet de Paris. Et vous avez le substitut, en l'occurrence la plupart du temps, la substitut du parquet de Paris, parce que c'est très très féminin, qui va arriver sur place. Et puis en même temps vont arriver les policiers de police judiciaire du district de police judiciaire. Dans le 19e arrondissement, ça va être le 2e district de police judiciaire qui va être compétent. Et puis des observateurs de la brigade criminelle. Donc on va se retrouver avec une situation qui est un petit peu étonnante, à savoir que vous avez un débris de corps qui correspond, donc c'est quand même choquant parce que ça correspond quand même à un être humain qui a perdu la vie, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Et vous avez autour, vous avez la substitut du procureur, vous avez les policiers du commissariat, vous avez les policiers du district de police judiciaire et vous avez les policiers de la brigade criminelle. Ils espèrent mettre au jour d'autres éléments du corps. Les recherches pourraient être longues dans cet espace immense de 25 hectares. Les agents parcourent le parc en partant du lieu de découverte des restes. Arrivés sur la petite ceinture, une ancienne voie ferrée qui circonscrit Paris, l'un d'entre eux aperçoit d'autres sacs. Il s'approche, les ouvre. Les sacs contiennent une tête et des mains. Ce sont ceux d'une femme. Des analyses ont lieu pour déterminer l'identité de la victime et confirmer si ces éléments corporels appartiennent bien au même corps que le bassin retrouvé la veille. C'est le cas, et les résultats sont formels. Il s'agit d'Assia Matoub, dont le mari avait signalé la disparition au commissariat de Montreuil. Son corps, démembré, se trouvait en plusieurs points, entre l'enclos des conifères et l'ancienne voie ferrée qui traverse le parc. D'après le rapport du légiste, elle est morte par asphyxie. Dès lors, le signalement effectué par son mari le 3 février prend une toute autre tournure. C'est désormais une enquête criminelle qui s'ouvre pour assassinat. Dans le jargon policier, la question qui se pose, c'est de savoir si l'affaire, qui est un homicide, est-ce que cette affaire est sortable ou pas ? Est-ce que le district de police judiciaire peut sortir l'affaire ? Ou alors est-ce que c'est vraiment très compliqué ? En gros, le schéma il est là, quoi. C'est-à-dire que quand c'est une affaire qui est compliquée mais qui est sortable, comment dire, en jargon policier, c'est le district de police judiciaire qui va garder. Et quand l'affaire est vraiment très compliquée,
ça va être la brigade criminelle. Et là, c'est la brigade criminelle qui a été saisie par la substitut du procureur. Rapidement, la nouvelle est relayée par les médias. Dans le quartier, c'est la consternation qui se mêle à la peur et au choc. Les riverains sont stupéfaits d'apprendre qu'à 2 pas de chez eux, du lieu où ils avaient l'habitude de promener, un corps démembré ait pu être dissimulé. C'est un peu déroutant, un peu inquiétant. C'est un endroit où je me promène souvent, donc ça donne un peu moins envie de s'y promener. J'espère qu'on trouvera rapidement ce qui s'est passé. Ça fait se poser des questions, effectivement, parce que je vais courir le soir seule. Absolument pas qu'on s'habitue au fait de retrouver une femme morte à côté de chez nous. Ça m'embête de changer mes habitudes, mais en même temps, si on se sent en sécurité, naturellement, on va le faire, quoi. Donc ouais, c'est peut-être que je viendrai moins souvent. Le choc est d'autant plus rude que la macabre découverte intervient quelques mois seulement après l'affaire Lola, cette jeune fille de 12 ans, découverte morte dans une malle. Cela s'est produit juste en face du parc, rue Manin. Youssef Matoub se dit effondré par la nouvelle. Il confie à la radio RTL son malheur. Il raconte que, le 30 janvier 2023, la veille du jour de grève nationale, son épouse a quitté le domicile familial pour prendre les transports publics. Il ne lui a pas demandé où elle se rendait précisément, mais, explique-t-il, elle avait l'habitude d'aller dans des braderies pour acheter des habits et les revendre à des particuliers. Moi, je suis resté à la maison pour m'occuper des enfants, car il n'y avait pas école ce jour-là. Ils sont tous scolarisés à Paris, détaille-t-il. Le soir du 31, Assia n'étant pas rentrée de son travail, la famille s'est inquiétée. Ma femme, explique Youssef, avait l'habitude d'utiliser une application de taxi pour rentrer tard. Mais ce soir-là, elle ne l'a pas fait. L'homme se demande ce qui a bien pu arriver à son épouse, avec qui, assure-t-il, il vivait heureux. Il ne connaissait aucun ennemi à Assia. A-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Qui a bien pu lui faire du mal ? S'interroge-t-il. Je regrette, poursuit-il, de ne pas lui avoir posé davantage de questions pour savoir où elle allait le jour de sa disparition. Puis, devant les journalistes, il fond en larmes et disparaît dans sa cuisine. Mais les enquêteurs, eux, continuent d'être suspects au sujet de Youssef Matoub. Et ils découvrent vite une autre incohérence dans le témoignage de l'homme, au-delà du temps qu'il a mis à signaler la disparition d'Assia. Youssef a affirmé que son épouse avait quitté leur appartement dans la nuit du 30 au 31 janvier. Or, sur les caméras de vidéosurveillance de leur immeuble, on ne voit à aucun moment cette nuit-là la mère de famille quitter le bâtiment. Et un témoignage va mettre la puce à l'oreille des policiers de la brigade criminelle, à qui a été confiée l'enquête. Lorsque ces derniers interrogent la sœur de la victime, elle leur relate un échange téléphonique qu'elle a eu avec Assia, la veille de sa disparition. Assia lui disait pressentir de mourir prochainement. Elle se serait sentie menacée. Lorsque ces derniers interrogent la sœur de la victime, elle leur relate un échange téléphonique qu'elle a eu avec Assia, la veille de sa disparition. Assia lui disait pressentir de mourir prochainement. Elle se serait sentie menacée. La sœur dit qu'Assia n'a pas été très claire dans ses explications, mais qu'elle semblait plus que préoccupée. Et cette conversation a eu lieu 3 jours seulement avant sa disparition. En vérifiant les dires de Youssef, les enquêteurs vont mettre le doigt sur d'autres incohérences. Premièrement, l'homme, qui a déclaré s'être rendu dans plusieurs lieux de la capitale pour y chercher sa femme, n'en aurait en réalité rien fait. Et il ne l'a pas non plus appelée sur son téléphone, comme il le prétendait. En revanche,
il aurait acheté un téléphone portable la veille de la disparition d'Assia. Objet dont on ne trouvera nulle trace lors de la perquisition. Enfin, Youssef prétend que son épouse est partie le 30 janvier au soir pour prendre les transports en commun. Problème, on retrouvera chez elle, lors de la perquisition, son passeport, sa carte bancaire, mais aussi sa carte de transport. Étonnant oubli pour une personne censée utiliser le réseau francilien ce jour-là. Alors les policiers commencent effectivement sans doute à le suspecter parce qu'il y a quand même un faisceau d'éléments qui plaident pas en sa faveur à ce monsieur-là. Cette dame-là, on l'a appris par la suite, mais avait eu un contact téléphonique, je crois, avec sa sœur pour dire qu'elle craignait pour sa vie. Ça s'ajoute au fait que le mari, ensuite, j'imagine qu'il a dû être entendu pour lui demander quelques explications. Le mari a déclaré que sa femme était partie, je crois, le 30 janvier. Sauf que le 30 janvier, quand on regarde la vidéo de l'immeuble dans lequel ils habitaient, on ne voit pas dans le hall d'immeuble, on ne voit pas la femme partir. Donc ça ne colle pas. Après, il y a tout un travail de recherche par rapport à ce que le mari a pu déclarer. Sa femme était partie faire des brocantes ou acheter ou vendre des vêtements sur des marchés dans la région. On s'aperçoit que son téléphone ne bouge pas, sa carte bancaire ne bouge pas. Comment fait-elle pour vivre ? Les enquêteurs tentent de retracer le parcours de la mère de famille ce 30 janvier. Mais plus ils ferment les pistes, plus ils retombent sur des évidences. Il leur apparaît certain que Youssef Matoub n'a pas tout dit. Jeudi 23 février, il est placé en garde à vue. Les enquêteurs veulent en savoir plus sur ces incohérences apparues dans ses dires. Ses enfants sont confiés à leur oncle paternel qui habite la région parisienne. Les policiers mettent le mari sous pression. Ils le confrontent à ses approximations, à ses mensonges. Et, petit à petit, Youssef a de plus en plus de mal à résister. Finalement, acculé, il avoue le crime après une nuit d'interrogatoire. La nuit du 30 au 31 janvier, Assia et lui se sont disputés. À un moment, l'agressivité verbale est devenue physique et ils en sont venus aux mains. Pris d'un accès de colère, il aurait posé ses mains sur son cou pour l'étrangler, mais voulant simplement lui faire mal, il n'aurait pas su contenir sa force dans la violence de la dispute. Il aurait appuyé trop fort et Assia, privée d'oxygène, se serait évanouie. En tâtant son pouls, Youssef a constaté qu'elle était morte. Se rendant compte de ce qu'il avait fait, il est resté interdit devant l'acte monstrueux. Que va-t-il raconter à ses enfants ? Youssef prend alors la décision de faire disparaître le corps de son épouse. Il prépare un stratagème digne des pires films d'horreur. Il décide de démembrer le corps afin d'en disséminer les morceaux. Ainsi, espère-t-il, ils ne seront pas retrouvés de sitôt. C'est sa cuisine qui fera office d'atelier pour ce labeur horrible. Youssef utilise le matériel qu'il a à sa disposition. De longs couteaux, des scies à métaux. Il découpe sa femme, puis place les morceaux dans des sacs poubelles. Il imagine ensuite les dissimuler dans le parc des Buttes-Chaumont, à Paris. Mais Youssef ne dispose pas de véhicule. Alors, pour se rendre dans le parc, il glisse les sacs poubelles contenant sa femme dans un chariot de course. Puis, il descend en bas de chez lui et embarque dans le bus de nuit en tirant son macabre colis. Comme si ne rien n'était, le quinquagénaire emprunte la ligne nocturne. Il descend à un arrêt proche du parc des Buttes-Chaumont. De là, il parcourt les derniers mètres à pied. Arrivé devant l'entrée sud, il sort les sacs du chariot de course. Il jette par-dessus les grilles du parc le sac contenant le bassin et les cuisses d'Assia.
Puis il se dirige vers l'ancienne ligne de chemin de fer qui traverse le parc. Et pareillement, il y jette les sacs. Cela fait, il reprend tranquillement la ligne de bus, rentre chez lui et nettoie, durant la nuit, sa cuisine et son appartement. Youssef ne peut retenir ses larmes en relatant son récit. Il assure ne pas avoir fait exprès de tuer Assia. Le lendemain, Youssef est présenté face au juge. Youssef lui relate à nouveau le même scénario qu'il a raconté aux policiers. Mais le juge l'estime peu probable. Comment a-t-il pu jeter les sacs par-dessus les clôtures immenses du parc sans que ces derniers ne se déchirent? Et pourquoi n'a-t-il à aucun moment été pris par les caméras de vidéosurveillance? Aurait-il un complice dans cette entreprise? Par ailleurs, si Youssef, comme il le dit, n'avait pas l'intention de tuer son épouse, qu'il s'agissait d'un accident lors d'une dispute, comment expliquer l'achat de ce téléphone portable 2 jours avant le crime? Un téléphone qui n'a toujours pas été retrouvé. Enfin, comment expliquer le sentiment de sa victime 3 jours avant les faits, lorsqu'elle confie à sa sœur se sentir menacée et craindre pour sa vie? Devant ce grand quinquagénaire, à la barbe grise, aux cheveux poivre et sel, le juge est sceptique. Youssef Matoub est mis en examen le samedi, à Paris, pour meurtre sur conjoint, atteinte à l'intégrité et dissimulation de cadavres. Il est écroué à l'issue des débats. Comment cette famille d'apparence tranquille a pu en arriver à de tels drames? C'était une dame, elle disait tout le temps bonjour. J'ai pas de problème avec elle, elle a pas de problème avec des autres voisins. Non, mais elle était gentille, accueillante, souriante, toujours. Mais le monsieur, je le connais pas trop. Bon, en vrai, il avait tout le temps le visage fermé, on sait pas trop ce qu'il pensait, on sait pas trop dans quel monde il était. Tout le temps visage fermé. C'est une personne, t'as pas trop envie de venir lui dire bonjour, quoi, tu vois. On ne peut pas penser que lui, il pouvait tuer. Je n'arrive pas à comprendre. Les gens sont traumatisés. Hein. Après, moi, je ne vais pas dire que je suis traumatisé, mais je suis quand même triste un peu pour la famille, tout ça. Youssef Matoub est d'origine algérienne. Il s'est installé en France en 2006. Voilà une dizaine d'années qu'il habite Montreuil, avec son épouse, Assia, et leurs 3 enfants. Dans son immeuble, ses voisins le connaissent peu, car la famille, très casanière, a plutôt tendance à se renfermer sur elle-même. Je leur ai même proposé de venir chez moi pour qu'on se retrouve en famille. Jamais. Ça, c'est pas possible. Enfin, pour moi, personnellement, on a grandi, on était assez fraternels, on est amour entre nous, les cousins. On a grandi tous ensemble, comme ça, tout petits. Depuis quelque temps, Youssef était au chômage. Par le passé, il travaillait comme employé polyvalent dans un magasin Franprix. Son épouse faisait des braderies et avait travaillé en contrat à durée déterminée pour l'association Aide. Une famille certes modeste, mais que rien ne prédestinait à une telle scène d'horreur. Comment Youssef a-t-il pu imaginer que les buttes Chaumont constitueraient un cimetière à l'abri de tout regard pour son épouse? Ce qui m'intrigue le plus, c'est que la personne qui a pris soin de découper un cadavre pour tenter de le faire disparaître, on va dire, est assez naïve pour mettre les différentes parties du corps en question au même endroit ou à peu de choses près, quoi, dans le parc des Buttes-Chaumont. Si on veut faire disparaître un cadavre, on n'est pas là pour expliquer comment il faut faire pour faire disparaître un cadavre. Mais pour faire disparaître un cadavre, je sais pas, ça tombe sous le sens, on met pas des parties du corps au même endroit. Alors là, c'est ce qui s'est passé. Bon, ça, c'est une question à laquelle les enquêteurs devront trouver une réponse. On sait que les parcs et jardins fermés de la capitale sont régulièrement victimes d'intrusions nocturnes. Dans certains, l'alcool et la drogue tournent à foison. Mais le parc des Buttes-Chaumont n'est pas réputé pour sa particulière dangerosité la nuit. Il serait plutôt le rendez-vous nocturne des flirts, en particulier ceux de la communauté homosexuelle.
Le parc ne figure pas parmi les lieux définis comme étant à éviter la nuit. Les parcs et jardins, je dirais pas ça, parce que bon, même quand ils sont fermés, il y a de très très beaux parcs à Paris, mais c'est des lieux dans lesquels on peut avoir c'est aussi des lieux de rendez-vous, mais c'est des lieux aussi où on peut se retrouver au calme pour fumer un petit peu de shit. Hein. Ça, c'est des trucs assez courants. Maintenant, c'est pas des coupe-gorge. À Paris, le plus dangereux, ça me semble être quand même le bois de Boulogne et puis le bois de Vincennes, à cause de la prostitution, les travestis au bois de Boulogne et puis les prostituées africaines au bois de Vincennes, qui drainent toute une faune de clients, de voyeurs, de gens qui viennent pour agresser tous ces gens-là. Et s'il y a bien il y a des endroits qui sont dangereux à Paris, c'est bien le bois de Boulogne et puis le bois de Vincennes. Puis il y a un autre endroit aussi qui me paraît quand même à surveiller, parce que c'est pas un parc, mais c'est quand même les quais de Seine. Ça, c'est des endroits qui me semblent extrêmement dangereux, en particulier donc le vendredi soir et le samedi soir, parce que c'est des endroits de rendez-vous, c'est des endroits très festifs. Il y a énormément de jeunes qui viennent, et puis malheureusement, faut bien se rendre à l'évidence, c'est des lieux de consommation d'alcool massive, et c'est des lieux où ces personnes-là se droguent aussi, et se font malheureusement agresser par des bandes de voyous qui savent parfaitement qu'ils vont trouver des proies faciles dans ces secteurs-là. Les quais de Seine, ça me semble beaucoup plus dangereux que les parcs et jardins. Reste que l'effroi est de taille pour le quartier, 4 mois seulement après avoir vécu la terrible affaire Lola. Dans son histoire, le parc avait malheureusement déjà servi à dissimuler un corps dans des conditions semblables. Le 9 mars 1910, on découvre dans un terrain vague du 52 rue Botzaris la tête décapitée d'Elisa Vandamme, une jeune prostituée. Son meurtrier, Paul-Charles Ferdinand, prétendit qu'Elisa et lui étaient allés à l'hôtel et qu'elle y était décédée naturellement. En réalité, il avait lui-même découpé son corps et l'avait disséminé dans le nord-est parisien. On retrouvera donc sa tête au but de Chaumont, un premier pied à Pantin, puis un second quelques jours plus tard, près du canal Saint-Martin. L'assassin avait répandu des morceaux de la pauvre Elisa un peu partout.